Salut à tous et bienvenue dans Maths à propos, épisode 35. On va faire une pause aujourd'hui avec les dégustations comparatives et pour ce nouvel épisode, je vous propose plutôt un focus sur la notion d'American Whiskey, de whisky américain et également sur la notion de bourbon. Qu'est-ce qu'un bourbon exactement? Quelle est la différence entre un bourbon et un whisky américain justement? Quelle est la différence entre un whisky américain et un whisky écossais? Je vais essayer de répondre de la manière la plus claire possible à toutes ces questions dans cet épisode. Bon, on va déjà commencer avec le plus simple. Quelle est la différence entre un American Whiskey et un bourbon? En fait, le bourbon, c'est simplement une catégorie d'American Whiskey parmi d'autres. On a le bourbon qui doit être constitué au minimum de 51% de maïs et mélangé à une ou plusieurs autres céréales, maltais ou non. À côté du bourbon, on a d'autres types de whisky qui entrent également dans la catégorie plus globale de l'American Whiskey, du whisky américain. On a évidemment le rye whisky, donc le whisky de seigle, qui doit être constitué au minimum de 51% de seigle, et le reste, ça peut être du maïs, du blé ou autre, mais on a également des whiskies de blé, des wheat whisky, donc là c'est pareil, 51% minimum de blé dans la composition du whisky, et enfin on a le corn whisky, un peu spécifique, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Pour que un whisky puisse avoir le droit de mettre corn whisky, whisky de maïs sur son étiquette, il faut qu'il soit constitué d'au moins 80% de maïs. Il y a également d'autres différences. Les fûts pour le corn whisky n'ont pas besoin d'être brûlés à l'intérieur, c'est la seule céréale pour laquelle c'est le cas. Donc ça c'est pour les 4 plus grandes céréales qui sont listées dans la législation américaine. Un American Whiskey, il peut être composé majoritairement d'une autre céréale. Un producteur, pour se démarquer, va pouvoir décider de distiller du riz, de l'avoine, du quinoa, du millet, voilà, on peut tout imaginer. Il entrera tout de même dans la définition American Whiskey. American Whiskey, c'est déjà un premier gage de qualité. Aux États-Unis, on peut avoir des bouteilles sur lesquelles il est marqué Whiskey, mais voilà, là, on commence un peu à tomber dans le flou. Il peut y avoir de l'alcool neutre dedans. Aux États-Unis, vous pouvez boire un liquide où sur la bouteille il y a marqué whisky, mais en fait ça se rapprochera plus de la vodka que d'autres choses en fait. S'il y a uniquement marqué whisky sur votre bouteille, fuyez. Bourbon, c'est un deuxième gage de qualité. Il y a pas mal d'autres règles à respecter. On a déjà vu 51% de maïs. Le distillat doit être élaboré aux États-Unis, bien évidemment, et pas uniquement dans le Kentucky. Bon, alors 90% de la production reste encore produite au Kentucky, le berceau du bourbon, mais il y a de plus en plus d'autres distilleries, d'autres marques qui s'établissent hors de cet état, notamment au Texas, en Californie et j'en passe. Aucun ajout de colorant n'est autorisé pour le bourbon, ni d'arôme. Évidemment. C'est bizarre parce que tous les bourbons ont l'air d'avoir la même couleur. Ça vient d'une autre règle. En fait, un bourbon doit être vieilli uniquement dans des fûts de chêne américains neufs, vierges, n'ayant jamais rien contenu auparavant. C'est pour ça que tous les fûts de bourbon sont à destination de l'Écosse une fois qu'ils ont été utilisés. Et deuxième chose, ces fûts doivent être brûlés à l'intérieur. Ça permet l'accélération de la coloration du distillat. Ça permet l'accélération de l'extraction des arômes du bois. Voilà, tout ce qui est vanille, arômes mielés, arômes boisés, vous allez le retrouver plus rapidement dans le whisky parce qu'il est intensément brûlé à l'intérieur. Au niveau de la durée du vieillissement maintenant, si sur votre bouteille il y a marqué Straight Bourbon. Straight, cela signifie que le whisky a passé minimum 2 ans dans les fûts de chêne. Si la durée de vieillissement est supérieure à 4 ans, il n'est plus nécessaire de la marquer sur la bouteille. Quelles sont les grandes différences entre le single malt Scotch whisky et le bourbon? La première chose évidemment, c'est la céréale. Bien sûr, le bourbon est fait majoritairement à partir de maïs et dans le single malt Scotch whisky, il n'y a que de l'orge maltais. Aux États-Unis d'ailleurs, il y a des single malt américains qui sont également faits à partir d'orge, voire d'orge maltais. C'est la dernière catégorie d'ailleurs dont je n'avais pas parlé de whisky américain. Mais à part ça, il y a d'autres grosses différences, dont une qui me paraît tout à fait intéressante. Ces dernières années, on l'a tous vu, de plus en plus de single malt, de plus en plus de distilleries
essayent de tirer leur épingle du jeu, non plus grâce à leur méthode de fabrication, grâce à leur distillat, mais grâce au vieillissement qui est fait de ce distillat. Il y a de cela quelques années seulement, l'industrie du whisky écossaise ne permettait de faire vieillir son whisky que dans quelques types de fûts seulement. Maintenant, une distillerie peut faire vieillir son whisky dans énormément de types de fûts différents et pourra quand même mettre sur sa bouteille single malt Scotch whisky, de Porto, de vin, Calvados, bière, tequila, j'en passe certainement. Aux États-Unis, c'est pas le cas du tout. Une chaîne américain, vierge, et c'est tout. La diversité des arômes, du coup, dans le single malt Scotch whisky, quand elle est recherchée maintenant de plus en plus à travers la diversité des fûts utilisés lors du vieillissement, aux États-Unis, elle est encore recherchée à travers la diversité des méthodes de fabrication et des recettes. Quel type de céréales est utilisé à côté du maïs? Est-ce que c'est plus du seigle, plus du blé pour la douceur? Ça peut être une autre céréale, comme on l'a vu, ça peut être de l'orge maltais, les céréales utilisées peuvent être maltais ou pas. Les levures, c'est hyper important aux États-Unis. En Écosse, on a l'impression qu'on découvre encore un petit peu l'importance des levures dans la fabrication du whisky, mais aux États-Unis, ils utilisent des centaines de souches de levures différentes. Autre différence qui est assez intéressante, alors qu'en Écosse, le whisky en fût est souvent brinque-ballé, souvent le distillat change de fût, on a des finishes. Le whisky américain, lui, il va passer toute la durée de son vieillissement au même endroit, le tonneau ne sera jamais bougé dans l'échelle. Un coin d'échelle peut être plus humide, un coin d'échelle peut être plus chaud par rapport à un autre, tout cela, ça va influer sur le vieillissement du whisky. Également la hauteur. J'ai lu quelque part que la plupart des distilleries américaines privilégiaient désormais les chais avec un toit et une structure en tôle ondulée parce que ça laisse beaucoup plus passer la chaleur et les différences de climat comparé à des chais en dur ou en bois qui sont mieux isolés. Tout cela, ça apporte une diversité aromatique au whisky. Autre différence en Écosse, les distilleries sont de taille à peu près similaire. Évidemment, il y a quelques très petites distilleries et d'autres beaucoup plus grandes, celles qui consacrent notamment une grosse part de leur production au blend. Aux États-Unis, le marché est beaucoup plus segmenté entre, je dirais, des David et des Goliath. En fait, il y a quelques grands noms du whisky américain qui portent d'ailleurs non pas le nom du site sur lequel ils produisent, comme c'est le cas plus en Écosse, mais plutôt le nom de leur fondateur, mais qui regroupe plusieurs marques. Deux exemples. Jim Beam d'abord, qui produit bien sûr les whiskies Jim Beam, mais également Old Grandad, Basil Hayden's, Booker's ou encore Knob Creek. Pareil, Buffalo Trace produisent également sur le même site Blonson's, Eagle Rare, W.L. Weller et George T. Stagg. Donc on a ces énormes mastodontes avec leurs énormes distilleries, leurs énormes chefs. À côté de ça, des centaines et des centaines répartis sur tout le territoire des États-Unis de micro-distilleries. Donc là, c'est une toute autre échelle de production. C'est évidemment plus artisanal, encore de nouvelles recettes à découvrir, mais c'est pas forcément les meilleurs whiskies qu'il y a sur le marché. Les grandes, les énormes distilleries, ils ont du matos de pointe, les meilleurs ingénieurs, leurs recettes, elles sont calibrées depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Les micro-distilleries, voilà, c'est fait de manière plus artisanale, il y a moins de suivi, et parfois on a des surprises, mais dans le mauvais sens du terme. Évidemment, un épisode de Malte à propos ne serait pas un épisode de Malte à propos sans une petite dégustation tout de même. Un bourbon avec le Four Roses Single Barrel et ici un rye whisky, donc un whisky de seigle avec le TX Texas Straight Rye Whisky. Gamme de prix autour de 40-50 euros l'un comme l'autre, sachant que le Four Roses Single Barrel on le trouve à peu près partout, alors que ce whisky-ci, on le trouve à peu près nulle part. Ils sont tous les deux straight. Chacun a vieilli plus de 2 ans dans des fûts de chêne américains vierges, brûlés à l'intérieur. Kentucky Straight Bourbon Whisky, 51% de maïs. Et on a Texas Straight Rye Whisky. Le degré d'alcool, ils sont tous les deux embouteillés à 100 proof. 50 degrés d'alcool en français. Ce que je sais en plus pour le Four Roses, c'est son âge. Normalement, c'est un whisky qui a passé 8 ans minimum dans les fûts. Pour un bourbon, c'est assez âgé. Attention à l'équilibre, car un bourbon âgé, ça peut vite devenir, comme on dit dans le jargon, du jus de planche. Ici, quasiment aucune information. Comme je vous ai dit, c'est une distillerie assez énigmatique. Mais tout de même, à l'arrière de la bouteille, il est marqué que le seigle a été cultivé, distillé, vieilli et embouteillé au Texas.
Donc au nez, pas mal d'alcool hein, évidemment. Au-delà de ça, un nez agréable quand même, beaucoup de vanille évidemment, beaucoup de caramel, mais c'est pas trop sucré. Derrière ce caramel, derrière cette vanille, on sent le côté boisé, voilà, un côté assez aromatique. On arrive à déceler une certaine maturité, voilà, on sent que c'est pas un bourbon qui est sorti du fût très très jeune, c'est pas ultra complexe, mais c'est puissant, c'est aromatique et surtout c'est pas trop sucré, c'est ce qui me plaît sur le. Je m'attendais à avoir plus d'alcool en bouche, alors certes on a quand même une grosse puissance alcoolique, hein. Là l'alcool est quand même bien fondu, on a cette douceur vanillée qui reste en fin de bouche, là j'ai la fin de bouche déjà, mais à côté de ça on a un côté caramel brûlé, on a un côté épicé aussi, on a des petites épices voilà, qui titillent la langue, c'est assez agréable. Mine de rien ce bourbon sans être très complexe, il me plaît quand même. L'alcool est bien fondu, il est équilibré, il a une jolie longueur en bouche, il s'accorde quand même pas trop mal à mon palais qui est plus habitué à boire du single malt. Totalement différent, on est totalement beaucoup moins d'alcool, plus fin. Tout de suite ce qui manque c'est voilà, ce côté vanille et ce côté caramel qu'on n'a absolument pas, mais surtout un côté floral, un côté léger, un petit côté herbacé également, c'est très très aromatique. La première fois que j'ai goûté un rye, j'ai été très surpris d'ailleurs, hein. Je m'attendais à une déclinaison de bourbon, à une déclinaison de whisky de maïs, assez douce, sucrée, et ben en fait pas du tout. Ça se confirme à chaque fois que je reprends un rye, et notamment celui-ci, on est vraiment sur un univers totalement différent du bourbon, beaucoup moins sucré, plus aromatique, plus fin, selon le GD. L'attaque, c'est tout de suite une explosion de saveurs sur le fruit, mais aussi sur un côté floral et boisé très puissant, avec également en fond un côté caramel. C'est très ample en bouche, mais comme le bourbon un petit peu, c'est assez monolithique. Voilà, on n'a pas plusieurs phases, c'est très très agréable, mais comme dit, on peut s'en lasser assez vite et c'est pas forcément adapté à tous les palais. On va faire un deuxième round de dégustation pour confirmer tout ça. Beaucoup moins d'alcool, le nez s'est bien amélioré grâce à ça. L'alcool évaporé a laissé la place à un discret côté boisé qui ajoute un peu de complexité à ce nez. En deçà du rye pour moi, mais c'est quand même assez agréable. Pareil, la bouche a un petit peu évolué avec l'évaporation de l'alcool. Le côté sucré a perdu de sa domination au palais pour laisser la place au côté boisé. Ce côté arrive à égalité, voire à dominer un tout petit peu en deuxième bouche le côté vanille et le côté caramel. Et c'est un peu pour ça que je ne suis pas un grand fan de bourbon, parce qu'il y a énormément de bourbons qui sont axés sur ce côté boisé. Si vous voulez tester un bourbon d'un très bon rapport qualité-prix, je vous conseille ce Four Roses Single Barrel. En promotion, vous le trouvez facilement autour de 40 €. Le rye par contre, le nez n'a pas bougé d'un iota, on est toujours sur la même puissance alcoolique et du coup j'ai plus d'alcool au nez maintenant sur le rye, c'est assez paradoxal, que sur le bourbon. Et du coup je dirais qu'au niveau du nez, le bourbon a fait un saut qualitatif, mais pas le rye. Pareil au niveau de la bouche, peut-être un côté épicé qui s'exprime un peu plus maintenant, mais sinon la bouche est restée vraiment sensiblement la même. Passé la première surprise de cette explosion de saveurs, on se lasse très très vite de ce whisky. C'est un peu le reproche que je lui ferais. Ultra aromatique, il a aussi un côté amertume qui reste sur la langue. On est sur un palais totalement désucré, boisé, floral, sur l'amertume. Aucune vanille, un tout petit côté caramel, mais très peu, vraiment en fond. L'amateur de bourbon ne sera certainement pas un amateur de rye. Moi, je suis plutôt team rye, même si un bourbon, je pense, se déguste mieux sur la durée. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes plutôt team bourbon, plutôt team rye, plutôt team single malt écossais? N'hésitez pas à me le dire en laissant un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout on a passé la barre de 225 abonnés, je suis très content, ça monte. On se retrouve bientôt du coup pour un nouvel épisode de Malt à propos. Et puis bien sûr, en attendant, le plus important, prenez soin de vous. Ciao.